Bonjour à tous et bienvenue dans ce MTT hors série consacré donc à l'analyse cette fois avec spoiler et à ma critique donc de Jurassic World. J'avais déjà fait une première vidéo, je voulais vraiment en refaire une puisque la première vidéo je la trouvais déjà beaucoup trop succincte étant donné que je pouvais pas donner vraiment d'éléments du scénario et d'autres choses pour pas spoil, même si vraiment on voit tout dans les bandes annonces. Je voulais vraiment survoler un petit peu et donner mon ressenti à la sortie de la salle de ciné. Là, quelques jours sont passés, bien sûr, j'ai un petit peu potassé et plus je pense au film et plus je repense à des choses aberrantes, etc. Et je continue de voir toujours des critiques positives qui encensent le film, qui le trouvent génial. Donc moi j'ai mon mot à dire là-dessus et c'est ce qu'on va voir directement dans cette analyse et critique avec spoiler du film Jurassic World. Come on! Alors, commençons tout de suite par les choses qui fâchent un peu. Jurassic World n'est pas un excellent film. Jurassic World est loin d'être un très bon Jurassic Park. D'ailleurs, on ne sait pas trop si c'est ce qu'il revendique, car il met complètement de côté l'histoire du 2 et le 3. Il utilise uniquement le premier Jurassic Park comme point d'appui, et va d'ailleurs des fois faire des clins d'œil tantôt discrets, tantôt totalement copié-collé, mais malheureusement moins bien fait que le premier Jurassic Park, du coup ça marche pas. Et on va voir tout ça en analyse dans le film, en commençant directement par le scénario. Alors, on va parler du scénario, le synopsis de Jurassic World. Donc, ça se passe 20 ans après que l'histoire du premier Jurassic Park est passée, les péripéties qu'on connaît tous du premier Jurassic Park. Donc, 10 ans avant ça, un richissime indien du nom de Masrani, ou Mesrani, je ne sais plus exactement son nom, décide de reprendre le projet de Hammond grâce à sa riche fortune. Il va du coup perpétuer un petit peu les ambitions d'Hammond en recréant un parc d'attractions, cette fois fonctionnel, qui ouvre réellement ses portes avec des attractions qui fonctionnent, qui sont excellentes, qui vont attirer énormément de monde au fur et à mesure de l'avancée des premières années. Mais malheureusement, comme l'humain se lasse dans notre époque moderne assez rapidement des choses qu'il trouve un petit peu, déjà vues, un peu routinières, etc. Vu que le public se blase, tout simplement, vient de moins en moins nombreux au parc d'attractions. Les directeurs, les dirigeants et les scientifiques décident de lancer une nouvelle attraction qui sera plus gigantesque, plus grandiose, qui aura plus de dents, qui sera plus terrifiante, etc. En gros, ils donnent au public ce que le public veut voir, d'après la critique du film. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes dans ce film-là. Je les ai notées directement, puisqu'il y en a beaucoup. D'ailleurs, je ne vais pas toutes les énoncer, puisque les incohérences du scénario sont tellement nombreuses. Il y en a quasiment à chaque scène. Enfin, peut-être pas, et encore heureux, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en a plus d'une dizaine, je pense. Moi, j'en ai noté 5. Donc, on va faire le tour. Donc, certes, c'est un film de science-fiction qui n'est pas réel, qui se passe dans un monde, dans un monde moderne mais idéaliste, etc., avec des dinosaures. Là, ça n'existe pas dans le vrai monde, donc il peut y avoir des incohérences, notamment des incohérences sur la génétique, sur la biologie, sur les comportements des animaux, etc. Mais ça peut passer dans un film blockbuster comme ça quand il y en a 2 ou 3, mais quand il y en a une dizaine, je suis désolé, mais c'est comme si on fait comme Karim Debache par exemple dans une de ses vidéos dit moi je fais un mauvais dessin consciemment, je sais que c'est moche, mais je vais pas vous dire, voilà, ce dessin il est trop beau, donc du coup tous les gens le trouvent beau. Là c'est pareil, le scénario, il y a des incohérences, il y a il y a des trucs qui sont impossibles, certes, c'est dans un monde imaginaire, mais il y a des choses qu'on peut faire gober et d'autres qu'on peut pas faire gober. Et même si on dit aux gens que c'est possible, quand c'est vraiment gros comme un nez au milieu de la figure, on ne peut pas y croire. Donc on va commencer directement. On va faire par ordre chronologique dans le scénario, donc je dis que je spoil, c'est pas des conneries, je vais vraiment spoiler le film à fond, en expliquant, en argumentant avec vraiment des choses du scénario et en
et en montrant les points qui fâchent et qui pour moi sont totalement aberrants. Donc on commence déjà par la fuite de l'Indominus Rex. L'Indominus Rex, c'est donc le gros dinosaure, la grosse attraction créée par le parc pour normalement essayer de faire revenir un petit peu plus de public. Donc l'Indominus Rex, c'est un dinosaure qui est donc génétiquement modifié, qui a donc plusieurs gènes de différentes espèces de dinosaures, mais aussi d'animaux qui ont des caractéristiques spéciales, comme les grenouilles, comme les sèches, voilà, des caractéristiques qui vont lui permettre de se rendre invisible à la technologie humaine. Et du coup, il aura donc des capacités de camouflage, une intelligence surhumaine, etc., qui explique à peu près le monde de fonctionnement et la pensée du dinosaure pendant le film. Mais là-dessus aussi, il y a aussi des incohérences. En tout cas, on va se diriger directement sur la fuite du dinosaure. Donc, en fait, le personnage d'Owen, le personnage principal, rentre avec quelques gars de la sécurité dans l'enclos de l'Indominus Rex parce que l'Indominus Rex a disparu de tous les radars et on voit des espèces de grosses griffes sur le mur, donc on pense qu'il a sauté par-dessus le mur. Donc à un moment, on apprend que finalement le dinosaure est en train de se camoufler, qu'il se cache par rapport aux humains et qu'il est toujours dans l'enclos. Donc là, le machin apparaît, la porte s'ouvre pour essayer une grande porte coulissante s'ouvre pour faire passer en fait les techniciens et Owen en dehors de l'enclos sécurisé. Tous les personnages arrivent à sortir, sauf un qui se fait bouffer entre temps. Et juste quand Owen sort, on a une espèce d'image où le dinosaure va passer au travers, juste avec un petit coup de tête comme ça dans la porte, va réussir à la défoncer totalement. Du coup à s'enfuir comme ça, comme si de rien n'était. C'est déjà une incohérence énorme puisque le dinosaure est né dans cet enclos. Il connaît donc tous les moindres recoins de l'enclos. Il sait qu'ici il y a une porte puisqu'il est super intelligent. Et il a clairement la force et la puissance pour la défoncer, puisqu'une porte coulissante n'est pas moins fragile quand elle est entrouverte de ça que quand elle est totalement fermée. Ça aurait été une porte battante encore, on aurait compris comment il puisse s'enfuir. Mais là, il la défonce totalement. On se croirait dans Jurassic Park 3, quand l'espèce de gros dinosaure, là, qui est plus fort que le T-Rex, arrive à défoncer la barrière, limite en marchant dessus et en pétant un coup. Là, c'est pareil. Donc là, c'est une des premières incohérences. Pourquoi le dinosaure est resté toute sa vie dans cet enclos alors qu'il aurait pu s'en échapper tout le temps. Donc voilà. Une des premières incohérences. Deuxième incohérence, le capteur GPS. Je suis d'accord que à la base, les scientifiques se sont alliés un petit peu avec le méchant du film pour avoir comme projet de faire des Indominus Rex un petit peu plus petits qui seront les futures armes de l'humanité, etc., les plus puissantes et les plus intelligentes. Mais je suis désolé, quand tu nais déjà avec un langage différent des humains, puisqu'il n'y a pas aucune communication entre l'Indominus Rex et les hommes. Comment tu peux expliquer aux dinosaures que la petite chose qu'on t'a foutue dans la nuque permet de te localiser quelque part, et du coup, quand tu sors de l'enclos, tu vas décider de te l'arracher du dos pour le mettre par terre pour faire un espèce de traquenard pour les gars qui te poursuivent. C'est pas possible, ça marche pas, c'est faux, c'est vraiment une facilité scénaristique pour essayer d'amener une scène d'action qui aurait pu être totalement différente. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui aurait pu se passer, qui est même logique. C'est que le dinosaure, il fait 12 mètres ou 15 mètres de haut, il sait, puisqu'il est intelligent, qu'il laisse des traces derrière lui, etc., que les gens peuvent le poursuivre. Pourquoi il n'a pas laissé des traces, vraiment des grosses empreintes, etc. à un endroit, se serait camouflé dans un buisson et aurait tout simplement attendu que les hommes suivent ces traces pour les bouffer. Là, on nous fait croire une histoire de GPS totalement aberrante pour nous montrer que l'Indominus Rex c'est Will Hunting, quoi. Donc non, ça marche pas, je suis désolé, c'est encore une autre incohérence. Petit 3. Donc cette fois qui se détaille en deux possibilités scénaristiques qui sont également totalement aberrantes encore une fois. Donc suite à la bataille dans les bois avec les différents miliciens, etc., l'Indominus Rex arrive dans une clairière en gambadant, en courant comme un dératé, et va défoncer le dôme des dinos volants, des ptérodactyles ou je sais plus quoi comme nom. J'aime bien les dinosaures, j'adore ça. Après je connais pas comme Gray, le petit gamin du film, toutes les races, etc., comment il s'appelle. Donc
je vais les appeler les dinos volants. Il rentre dedans, il pousse un gros hurlement, tous les dinos s'envolent et là c'est la guerre, c'est comme un essaim d'abeilles, une ruche d'abeilles. Les dinosaures se transforment en gros prédateurs, ils vont attaquer tous les humains qui se trouvent dans le parc. Dans une scène très très bien foutue, super grandiose, etc., bien faite. Mais pourquoi c'est totalement aberrant? Alors deux choses. C'est par rapport aux raisons du dinosaure. Alors pourquoi, sachant que le dinosaure est poursuivi là et qu'il est quand même un petit peu dans la merde parce qu'il y a quand même pas mal d'humains qui sont à sa poursuite, pourquoi il va se mettre dans un cul-de-sac, dans une nouvelle prison au final? Pourquoi il va s'enfermer là-dedans pour échapper ou pour se camoufler aux humains? Si lui il est vraiment intelligent et si il n'est pas trop con, eh ben, il se serait rebarré dans la forêt, dans les bois, il se serait camouflé, etc. On l'aurait pas retrouvé. Là c'est pas le cas. Il fonce dans un cul-de-sac, donc soit c'est parce que c'est une erreur des scénaristes qui ont voulu nous faire croire que finalement il allait se cacher là-dedans, ce qui est totalement con, soit les scénaristes ont voulu nous faire croire que le dinosaure était tellement intelligent qu'il a consciemment qu'il est consciemment rentré dans le dôme pour essayer de libérer les dinosaures qui sont à l'intérieur, pour essayer de faire fuir ses opposants et de semer le chaos un petit peu dans le parc. Et pourquoi ça c'est totalement stupide? Tout simplement parce que comme je le disais au tout début, l'Indominus Rex n'est jamais sorti de son enclos. Il est jamais sorti de son enclos, il ne sait pas quelles espèces vivent dans le parc. D'ailleurs, c'est même Owen qui nous le dit dans le film, qu'il essaye de montrer sa puissance, etc., de voir sa force en butant un petit peu tous les dinosaures qu'il rencontre. Donc pourquoi il sait qu'il y a des dinos volants dans le truc? Pourquoi il sait que s'il gueule, tous les dinos volants vont s'enfuir et attaquer les humains et vont pas l'attaquer lui? Parce que les dinos sont vraiment dans un nombre vraiment énorme et auraient pu, je pense, venir à bout de l'Indominus Rex, même s'il est très puissant. Enfin bref, ça c'est donc mon numéro 3 avec une double incohérence qui est quand même assez grotesque et qui passe très bien pour les enfants qui s'imaginent pas, qui prennent tout au premier degré, etc. Mais quand on réfléchit, on voit que c'est vraiment gros et que ça sert juste à faire avancer le scénario et à montrer une scène impressionnante avec des dinosaures volants. Mais encore une fois, cette scène-là, on aurait pu la montrer d'une autre façon que cette espèce de libération par l'Indominus Rex des dinos volants. Surtout que dans la nature, là par contre on va venir sur des choses un petit peu plus logiques de la nature, du comportement animal. Si vous mettez un renard dans une volière avec des dindons, les dindons ils vont pas sortir et attaquer les fermiers, enfin les éleveurs qui élèvent les dindons. Ils vont essayer de se barrer dans la nature, ils vont se casser et ils vont plus jamais revenir dans la volière où il y a le renard. Donc encore une fois, ça c'est complètement impossible et ça m'énerve un peu. Du coup, on va parler du quatrième. Alors le quatrième, non oui, c'était les dinos volants, machin. Et le cinquième, là je vais passer directement à la fin du film. Donc la fin du film, en fait, c'est une scène où on a en fait un regroupage de tous les dinosaures emblématiques de la franchise Jurassic Park, que ce soit les raptors, le T-Rex et la confrontation du T-Rex avec l'Indominus Rex. Et on a aussi une apparition du croco géant de l'attraction de Jurassic Park, Jurassic World, pardon. Donc pourquoi cette scène est totalement incohérente et totalement débile? Déjà puisque il y a une espèce de dialogue qui se crée entre les différents dinosaures. On se croirait dans Petit Pied, dans Petit Pied ou dans Dinosaure, le truc de Disney, etc. Enfin bref, c'est vraiment ça. Là, on se croirait vraiment dans un dessin animé. Même s'il n'y a que des images, on comprend ce que les dinosaures se disent. Et ça humanise totalement les dinosaures et ça ne marche pas du tout. Enfin, pour moi, en tout cas, ça ne marche pas du tout. C'est complètement bidon et c'est même presque drôle dans l'absurde. D'ailleurs, il y a des gens dans le cinéma qui se sont marrés pendant la fin du film, qui devrait normalement être un gros choc et tout, etc. Là, les gens rigolent. Donc là où moi je trouve que le film c'est vraiment foiré, c'est que normalement quand tu fais un film comme ça, un blockbuster machin, pour la dernière scène d'action, tu ne dois pas rigoler, sauf si tu regardes Transformers ou un film de Michael Bay. Donc là c'est vraiment qu'il y a un gros problème. Donc cette histoire de dialogue, voilà, je vais pas l'expliquer puisque si vous regardez des vidéos, etc.
de critiques sur internet ou même tous les commentaires qu'il y a sur le film, tout le monde en revient à la même conclusion, que cette fin est totalement what the fuck, et qu'à la fin, limite, on sait pas, même pas si le T-Rex il fait un high five, enfin un high three au Raptor en lui foutant une main au cul, même salut mon pote, allez à la prochaine quoi. Non, c'est vraiment n'importe quoi. On n'a qu'une envie, c'est que le T-Rex il bouffe tout, il défonce tout, puisque nous c'est ce qu'on veut voir depuis le début, le putain de T-Rex, on s'en fout de l'Indominus. Enfin moi personnellement j'en ai rien à foutre, même s'il est bien fait, même s'il est super puissant. Euh, je veux pas voir plus de monstres avec plus de dents, ce qu'on veut me faire croire dans la morale qui est totalement, comment dire, qui globalise totalement la façon de penser des gens. Moi, c'est pas ça que j'ai envie de voir. Moi, j'ai envie de voir un putain de bon film avec peut-être 2 ou 3 dinosaures différents, emblématiques, comme le T-Rex, les Raptors et tout, mais pas les humaniser et les rendre en ridicule comme ça dans un film. Ça te bousille totalement le film et ça le rend bidon, ça le rend presque nanardesque dans la dernière scène. Donc elle est très bien faite, c'est plutôt cool visuellement, machin, même s'il y en a d'un petit peu partout qui sautent d'un peu partout. C'est bien fait, mais c'est nanardesque. Il y a des nanars qui sont bien faits parce qu'il y a il y a du fric derrière. Donc pour moi, Jurassic Park, d'après ce que je viens de dire là dans le scénario, dans les problèmes d'incohérence, tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans Terra Nova. Il y en a qui vont dire ah mais Spielberg il a validé le scénario de Jurassic World, il a dit que c'était aussi bien que le premier, que c'était trop bien, c'était le flambeau machin qui repassait. Spielberg il a validé Terra Nova. Terra Nova, c'est une des pires séries nanardesques qu'on nous a sorties dans les 5 dernières années. Donc je suis désolé, mais Spielberg a aussi fait des erreurs dans sa vie. Il n'a pas le mot absolu et le bon truc. Si Spielberg dit que Jurassic World c'est bien, c'est comme mon point de vue à moi. Ça n'importe que lui et on a le droit d'être en désaccord. Et les preuves de mon désaccord, je les apporte avec les arguments de cette vidéo. Voilà, donc là on a survolé un petit peu le scénario, maintenant on va parler un petit peu des personnages. Alors, les personnages, deuxième point ultra négatif, puisque pour moi c'est vraiment le défaut principal, encore plus, beaucoup plus même gênant que les défauts de scénario qui peuvent s'expliquer par le fait que c'est un film de SF et que c'est pour les enfants. Même si à la base, la grosse majorité des gens qui vont voir Jurassic Park seront peut-être des enfants, mais il y aura aussi énormément de gens de la première heure qui auront vu le premier Jurassic Park. Donc je trouve que la cible en fait est un petit peu mal dosée dans Jurassic World aussi. Donc les personnages, dans ma vidéo précédente j'en ai énormément parlé, j'ai même un petit peu trop parlé, elle était pas très bien, je l'avoue, hein, ma première vidéo que j'ai fait c'était un peu à chaud comme ça et je suis resté beaucoup trop longtemps sur les personnages et j'ai un petit peu délaissé le reste, je m'en excuse. Et donc je vais revenir sur les personnages un tout petit peu mais sans vraiment extrapoler dessus. Donc déjà, le premier problème avec les personnages, c'est les personnages féminins. Tous les personnages féminins du film, je dis bien tous, hein, représente en fait un cliché négatif de la femme. Donc je vais l'expliquer rapidement. Hein. Donc la mère des deux enfants, c'est le cliché négatif de la femme faible qui arrête pas de chialer, etc., qui est vraiment très très faible. Le personnage de l'assistante qui a la prise en charge un petit peu des deux enfants. Et le cliché négatif que la femme doit rester à la maison et n'est pas faite pour travailler, tout simplement, puisqu'elle n'arrive pas à faire son travail, elle n'arrive pas à faire ce pourquoi elle est payée. Donc ça, c'est encore un cliché horrible que je trouve, et qui est malheureusement le premier ressenti que j'ai eu en voyant ce personnage-là. Et on a ensuite le personnage insupportable de la nunuche, égoïste, superficielle et totalement irresponsable, qui est le personnage de Claire, qui est juste là pour ajouter une copine au héros et également un moteur qui va ralentir un petit peu l'avancée du héros et qui va le ralentir un petit peu dans sa quête, en gros. Un petit peu comme les personnages féminins qu'on avait dans les tout premiers jeux vidéo ou le personnage de la fille dans Prince of Persia, comme j'en avais parlé dans ma première critique. Donc ça, voilà, les personnages féminins, ça marche pas, c'est des personnages féminins des années 80 qui sont mis dans un film moderne et qui, certes, on retrouve des personnages clichés dans tous les films, mais là c'est des personnages clichés des années 80.
dans un film qui se veut le renouveau du Jurassic Park, un remake qui n'en est pas un. Donc il faut savoir se positionner aussi, et là c'est totalement raté, on déteste tous les personnages féminins du film, et du coup on n'a aucune empathie pour eux comme tous les autres. On va ensuite donc passer sur les personnages des enfants. Donc dans les personnages des enfants, on a l'insupportable érudit petit con Gray qui se veut un petit peu un petit peu émouvant de par sa faiblesse, de son jeune âge, etc. Mais qui en fait est très stressant et qui la copie conforme en fait du petit gars dans Jurassic Park 1 en beaucoup plus chiant puisqu'on le voit beaucoup plus et qu'il a beaucoup plus de scènes de dialogue entre son frère et lui qui sont vraiment inutiles et qui ne marchent pas hein, puisque c'est pas des ça veut montrer une relation forte de fraternité entre les deux personnages mais ça nous montre juste que ces personnages sont faibles et qu'ils ne méritent pas tout simplement la place qu'ils ont dans le scénario quoi. Surtout que des fois ils sont là juste pour le côté humoristique, pour ajouter des blagues, alors qu'ils sont en train de se faire poursuivre et qu'ils peuvent crever en 2 secondes. C'est totalement, ça fait très cartoon et encore une fois ça fait encore très dessin animé Disney quoi. Donc ça je n'accroche pas du tout à ce petit personnage là de Gray. Et il y a son frangin qui lui est donc la représentation moderne de l'ado avec toujours le regard fixé sur son portable, totalement obsédé par les gonzesses d'ailleurs, en train de les mater comme un gros pervers pendant tout le film. On se demande s'il a autre chose en tête que ça. C'est peut-être réaliste avec une certaine partie de la société, mais je pense que ça c'est un petit peu comme l'image qu'on veut nous montrer des gamers dans les jeux vidéo, c'est vraiment grossier et c'est limite une insulte aux ados, je trouve. Donc voilà, j'ai pas accroché à ce perso-là et c'est une copie conforme de l'ado dans Terra Nova. Je reviens dessus hein, parce que vraiment tous les personnages en fait sont quasiment décalqués sur Terra Nova et ça me fait une transition, c'est que le méchant de Jurassic World est exactement le même que le méchant de Terra Nova. Il a la même il a la même débilité, la même simplicité d'esprit, le même le même charisme en gros, puisqu'on le montre des fois avec des plans, etc. machin. Ça me fait penser, c'est un mix en fait entre le méchant de Terra Nova et le méchant dans Pocahontas. Donc on revient encore une fois sur un film Disney qui prouve hein, bien que Jurassic World est fait pour les enfants. Ça fait mal de l'avouer, mais c'est vrai. Et en quatrième, je vais parler du personnage d'Owen, qui est plutôt cool. Le personnage d'Owen, c'est plutôt une bonne chose, je trouve, dans ce film, puisque au moins c'est un personnage à qui on peut s'attacher un petit peu, même s'il a des défauts, hein, puisque voilà, c'est pas le mec parfait, il a des défauts, il est macho, il est un petit peu, merde, comment on dit ça dans le langage français de la France. Il est un peu naïf, voilà, on peut lui faire gober des choses assez facilement. Il est très sociable, etc. Donc c'est pas un personnage badass comme j'ai pu le voir dans d'autres chroniques. Pour moi, un personnage badass, c'est le contraire, l'opposé de ce mec-là. Lui, c'est un personnage cool et sympathique. Donc à ne pas confondre, un badass normalement c'est un personnage qui est renfermé, qui est un peu solitaire, qui est guerrier, etc. Là ce mec là c'est plutôt un aventurier cool, sociable à la Indiana Jones. Indiana Jones n'est pas badass, Indiana Jones c'est cool. Max de Mad Max est badass. Parce que il est un peu introverti, il est un peu dans sa folie, etc. Il est super balèze et cool. Là il est badass. Mais Indiana Jones, Star-Lord ou Owen sont des personnages cool et sympas, qui sont là pour ravir les enfants, encore une fois. Donc voilà, pour faire la conclusion hein, sur les différents persos du film, il y en a d'autres qu'on pourrait citer, mais ce serait encore une fois trop long. Ça ne marche pas, puisque les personnages, personnellement, enfin ça ne marche pas avec moi, ça marche très bien avec les enfants, mais ça ne marche pas avec moi, puisque je n'ai aucune sympathie pour ces personnages que je trouve clichés et vraiment grossiers et pas du tout travaillés. Il n'y a aucun background sur le passé, etc. de ces personnages-là. Pour dire un contre-exemple, dans King Kong, en 2005,
il y avait des personnages, tous les personnages étaient extrêmement comme ça montrés à l'écran, il y avait beaucoup de travail, de dialogue, etc. Mais il y avait surtout un background, on connaissait le passé des personnages, on connaissait les raisons pour lesquelles ils se lançaient dans l'aventure, on connaissait toutes ces choses-là qui en fait nous faisaient comprendre les réactions des personnages et qui nous donnaient de l'empathie et qui nous faisaient vivre l'action que vivaient ces personnages-là avec eux dans le film. Là, vu qu'on n'a aucun background, qu'on voit juste au fur et à mesure de l'action comment évoluent les personnages, on ressent pas d'émotion, on ressent pas de peur pour eux quand il y a des dinosaures à côté, on ressent pas d'affection ou de drame quand il y a Claire qui se met à chialer au milieu des dinosaures dans une scène inutile et horriblement mal faite. On ne ressent pas de terreur quand les gamins ils sont en train de se faire comment dire quand ils sont en train de se faire ouvrir comme une boîte de conserve dans leur espèce de bulle là qui est une scène copier-coller sur le premier Jurassic Park. Bref, donc les personnages sont à jeter à la poubelle malheureusement et on ne reviendra pas dessus. Moi personnellement j'avais envie qu'ils crèvent tous très vite et qu'on passe un petit peu plus sur les dinosaures. Malheureusement il y en a très peu qui meurent et ceux qui meurent ne meurent pas dans d'atroces souffrances malheureusement car comme c'est un film pour enfants on ne montre pas les scènes qui sont un peu violentes et qui peuvent choquer le jeune public. Voilà pour ce qui est des personnages, on va passer tout de suite à la morale du film. C'est parti. Alors, la morale du film. Excusez-moi, il y a peut-être quelques petits découpages. On voit des espèces d'éclairage qui changent dans ma pièce. Ici, j'ai pas d'éclairage artificiel. Du coup, il se peut que des fois l'écran soit un petit peu flou comme ça et qu'on voit pas trop. J'espère que ça vous dérange pas trop. Je vais de toute façon, je pense, essayer de montrer quelques images au montage, si jamais j'arrive à le faire, parce que je suis tout nouveau dans le milieu de la vidéo. Bref, on va parler de la morale du film et pourquoi cette morale est un excellent, est un énorme problème de Jurassic World. Alors, la morale du film, une des morales, hein, puisqu'il y a plusieurs morales plus ou moins intéressantes dans le film, mais la grosse morale qu'on veut bien nous faire passer et qu'on nous explique clairement dans les dialogues, c'est que c'est une critique de la société moderne qui se lasse très facilement de choses qu'on peut nous montrer, de choses qu'on peut nous offrir, et qu'on essaye toujours de faire plus avec des moyens plus importants et en faisant toujours plus d'erreurs, comme le dérèglement climatique, les choses comme ça, enfin là, tous les problèmes qui découlent de ce toujours plus. C'est la morale qu'on essaye de nous faire passer. Donc c'est une morale à double sens qui fait une critique de la société, mais qui fait également une critique des blockbusters au cinéma, puisque c'est également le toujours plus, avec le toujours plus d'effets spéciaux, toujours machin. Pourquoi cette morale qui est tout à fait louable, qui est même assez originale dans un blockbuster et qui n'est pas très souvent mis à jour comme ça dans les films tout public, pourquoi cette morale ne marche pas dans Jurassic World? Tout simplement parce que Jurassic World fait tout l'opposé de ce qu'il essaye de nous faire gober dans sa morale. Il nous montre des dinosaures plus gros, plus méchants, plus badass, machin. Plus de dinosaures, plus de scènes d'action, plus de dialogue, une durée de film plus longue, plus de personnages, plus de plus de bruitage, plus de machin. Il y a des choses qui marchent très bien dans le plus, mais on fait une overdose. Et vu que toute cette grosse soupe de plus, de toujours plus, de machin, est mal dosée par un problème de rythme qu'on verra dans le prochain point sur les problèmes de Jurassic World, et ben ça en devient un film indigeste et du coup ça fait tout le contraire de ce qu'il essaye de nous faire passer comme message. Donc quand un film essaye de vous faire passer une morale et qui fait tout l'inverse de ce qu'il est en train de critiquer, je trouve que personnellement c'est soit un problème de scénario. Alors, quand on bosse avec 4 scénaristes, quand même, il y a des questions à se poser, parce qu'il y a 4 personnes qui étaient là-dessus, et ça a été en plus validé après par Spielberg. Donc, c'est soit un problème de scénario, soit on prend le spectateur pour un con, en se disant que de toute façon, on va lui faire passer une morale, mais il va pas voir que nous on fait exactement pareil, donc le spectateur est un peu con. Et personnellement, moi j'ai pas digéré ça et ça m'a fait me poser des questions sur le film et sur la place de Jurassic World au cinéma. Donc encore une petite chose qui ne va pas très fort pour Jurassic World et qui ne
qui va pas me donner envie d'y retourner tout simplement. Voilà, donc maintenant on va enchaîner sur le dernier point. Il y en aurait d'autres. Non, je vais faire 2 points encore. Et je vais commencer tout de suite par le rythme du film. Alors, le rythme de Jurassic World, c'est un. Je vais parler de rythme en fait sur le déroulement en fait du scénario tout au long du film avec les différentes scènes qui sont faites. En fait, le rythme de Jurassic World est un rythme standard de blockbuster avec plusieurs scènes. euh, alors, déjà des scènes grandioses, on montre toute la qualité visuelle, les grands décors, les trucs, etc. Après, on nous montre une scène de dialogue entre les personnages pour faire avancer un petit peu le scénario et approfondir un petit peu la psychologie des personnages. Ensuite, on nous montre une scène, comment dire, d'action intense, un petit peu effrayante normalement, puisque juste avant, on nous a passé la scène de dialogue qui devrait nous donner un petit peu d'amitié pour ces personnages. Et on fait ça en boucle jusqu'à la fin du film. Donc, scène grandiose de décor, dialogue, scène d'action. Et ça, on nous le sort pendant 3 heures, enfin pendant 2 heures, pardon, parce qu'il dure 124 minutes, je crois, le film. Donc, là, rien d'exceptionnel, puisqu'on nous le sort dans tous les blockbusters, mais le problème avec ce rythme en accordéon, c'est que les scènes de dialogue sont beaucoup, beaucoup trop longues. En fait, le film dure 2 heures, puisque c'est la durée maintenant qui est devenue un petit peu un standard entre 2 heures, 2 heures et demie des blockbusters de l'été. Et c'est un gros problème. Le film aurait duré 1 heure et demie, il aurait été beaucoup plus digeste et il aurait été tout aussi intense, je suis désolé. C'est pas parce qu'on vous montre des personnages qui parlent et qui disent des phrases inutiles pendant 2 minutes qu'on va s'attendrir pour eux dans la scène d'action d'après. C'est pas comme ça que ça marche. Ils auraient pu trouver comment dire, une structure scénaristique ou une structure visuelle un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les blockbusters. Déjà, ça aurait été en relation, ça aurait été plus logique avec la morale donnée par le film. Et de deux, ça aurait permis d'avoir, comment dire, moins de temps mort, de désamorçage qui nous font perdre le film totalement et qui, moi, pour ma part, m'ont totalement décroché du film à certains moments. Des fois, je regardais plus l'écran, je regardais les gens qui étaient à côté de moi et je pensais à autre chose, puisque j'étais pas, comment dire, pris dans le film. J'arrivais pas à m'intégrer dans cet univers, même si j'adore les dinosaures, j'adore la science-fiction, etc., le fantastique et les films épiques, j'adore ça, mais dans Jurassic World, j'ai pas été pris. Voilà donc ce petit problème de rythme qui fait encore un supplément, une petite goutte d'eau qu'on rajoute au verre qui déborde déjà beaucoup trop dans ma tête. Donc on va enchaîner sur le dernier petit point qui là est peut-être un petit peu moins important mais moi qui m'a bien saoulé dans le film, et c'est les placements de produits. Alors les placements de produits dans Jurassic Park sont forcément logiques, hein, comme dans tous les blockbusters, on voit bien entendu des marques, des choses comme ça qui apparaissent à l'écran plus ou moins, comment dire, futilement normalement pour nous donner, pour nous faire passer des petits messages, certes normalement anodins, hein, voire juste une marque de pompe ou une marque de téléphone, etc. Mais là clairement on nous fait de la publicité. Oh, c'est comme s'il y avait des entractes de pub pendant le film, où pendant 5 ou 10 secondes, on va nous faire une pub pour un produit. Alors je vais donner 2 exemples simples qui sautent à l'écran. C'est déjà la pub pour, je vais dire les marques, moi aussi je vais faire de la pub, tiens, même si moi ça me rapporte rien, contrairement à Jurassic World. La pub donc de milieu de film à peu près, ou de un quart ou un tiers film, pour Coca-Cola avec Owen en acteur principal bien sûr. Donc Owen est assis devant sa moto, il vient de se faire emmerder par sa gonzesse qui le saoulait en parlant de choses complètement inutiles et avec une voix un peu chiante, puisque les voix même en VO, hein, à mon avis en français c'est horrible la voix de Claire, mais déjà en VO elle a une voix insupportable. Et là, Owen est assis devant sa moto, le front dégoulinant, transpirant. Ça fait le mécano, comment dire, cliché, qui est assis devant sa moto. La fille lui dit un truc genre allez, bouge-toi, mets-toi au travail. Et là, le gars, il est devant sa moto, assis, il boit 3 gorgées comme ça de Coca-Cola. Il regarde la fille et il lui fait non, je suis occupé. Et puis limite, il lui fait pas un petit clin d'œil et tout, mais de la pub. Et puis là, t'as juste envie de voir le slogan Coca-Cola, quand les gens vous font chier, buvez une gorgée ou un truc du style. Enfin bref, c'est vraiment. J'ai vu ça, je me suis marré quoi. Mais je me suis marré. Ça voulait pas normalement donner, je pense, un effet comique.
Mais moi, ça m'a fait rire j'étais choqué, quoi. Enfin, choqué dans le mauvais sens du terme, quoi. J'étais là, mais c'est pas possible. On nous fout des pubs maintenant pendant les films. C'est quoi ce bordel? Et il y a aussi autre chose, bah, c'est qu'on voit environ une quinzaine de plans sur des avants de grosses Jeeps ultra chères, machin, ultra sophistiqués, avec le gros logo Mercedes qui nous saute, qui me prend limite la moitié de l'écran. Enfin, on voit que ça, quoi. Limite, on voit même pas la voiture, on voit juste le logo avec le pare-buffle énorme et tout, pour nous montrer que voilà, même dans la jungle et tout, vous avez une Mercedes, bah c'est bon, vous pouvez partir à l'aventure, chasser des dinosaures. Ah bref, en tout cas les placements de produits dans ce film se comptent par dizaines et sont vraiment ultra grossiers et font plus publicité placée dans un film que juste ben voilà c'est pas juste un téléphone qu'on utilise parce que il y a les 70% de la population qui utilise ce téléphone-là, donc c'est logique d'en avoir un et on montre la marque. Bah tant pis, de toute façon quand on téléphone à quelqu'un dans la rue, on voit la marque. Là non, on nous montre du Coca-Cola, on dit il faut boire du Coca-Cola quand les gens ils te font chier. Non, arrête, me dis pas ce que je dois faire, bordel. Enfin bref, ça c'était vraiment aberrant et c'est le dernier point négatif que je vais parler sur ce film. Parce que Jurassic World, ben, vous l'avez compris, ne m'a pas plu, hein, pour les raisons que j'ai évoquées avant, mais j'ai quand même tenu les 2 heures, je suis resté jusqu'au bout, et je vais expliquer pourquoi je suis resté jusqu'à la fin, puisqu'il y a forcément du bon quand même dans le film, ce n'est pas un nanar, comment dire... ce n'est pas un nanar série Z de télé, non, c'est quand même un blockbuster avec des gros moyens, des gros effets, ça envoie quand même un petit peu la patate. Mais c'est, moi je trouve que c'est juste, comment dire, c'est juste triste comme blockbuster par rapport à la promesse qu'on avait l'air de nous en faire dans la promotion et d'après ce que j'ai lu dans les critiques, moi j'ai juste été ultra déçu, même si j'ai vu le film sans avoir vu de critique à l'avance. Je me suis fait moi-même mon propre avis sans regarder les critiques des autres. C'est pour ça que j'ai été un petit peu déçu, je m'en excuse. Du coup, on va passer tout de suite au point positif de Jurassic World. Alors, les points positifs, je vais en faire une courte énonciation, puisque déjà il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent les mêmes qui ressortent. Alors, le premier, moi, que je trouve vraiment super génial, super cool, c'est la bande-son du film. La bande-son est énorme, nous rappelle bien sûr énormément le main theme de Jurassic Park, mais a été un petit peu modifiée par la personne qui s'est occupée de ça et qui l'a très très bien faite. Il y a juste une petite scène qui a été mal, où le timing a été mal fait. Malheureusement, c'est la scène d'intro que tout le monde trouve énorme parce que ouais, il y a le theme qui se lance directement sur le parc, machin. Et je suis pas d'accord avec ça. C'est quelque chose qui m'a choqué moi dans le film personnellement, que j'ai trouvé vraiment mal géré le timing de cette musique, puisqu'en fait le main theme, vraiment les notes cultes de Jurassic Park, se lancent dans une scène de dialogue entre les deux enfants qui sont dans l'avion, dans un décor nul. Donc je suis désolé, le main theme ne se lance pas quand le gamin ouvre le volet de sa chambre. Le main theme se lance bien avant, quand les gamins sont dans l'avion, quand on survole les bâtiments mais de près, donc c'est un petit peu moins grandiose que ce qu'on voit après dans la chambre d'hôtel, et quand les gamins avancent dans les couloirs de l'hôtel, il y a le thème de Jurassic Park dans ces moments-là. Pourquoi il y a rien, on voit rien, c'est pas grandiose, c'est pas épique. Pourquoi on nous met cette musique épique, totalement géniale, dans des moments totalement nuls et sans intérêt que ça? La musique aurait dû commencer quand le gamin ouvre les volets, comme tout le monde l'a remarqué, mais malheureusement à tort, puisque la musique se lance avant. Donc ça c'est... j'avais dit que j'arrêtais de parler des points négatifs, mais là je suis quand même revenu dessus, mais ça c'était un qu'il fallait que je dise quand même, puisqu'il y a eu beaucoup de malentendus là-dessus, et de gens qui n'ont pas vraiment bien écouté la musique, j'ai l'impression, quand elle se lançait. Mais sinon toute la musique du film est géniale, pendant les scènes d'action, pendant les scènes dramatiques, pendant les scènes de dialogue, etc. Il y a une très très bonne musique qui coule très bien, qui s'intègre excellemment dans le film. Donc ça c'est très bien fait.
Après la musique, il y a un autre point positif, c'est les bruitages, qui revient encore au domaine du son. Hein. Les bruitages des dinosaures sont totalement époustouflants et sont ultra réalistes. Nous faut ressentir les mêmes, la même jouissance, on ira jusqu'à dire ça, les personnages, quand les dinosaures se mettent à brailler dans une grosse scène comme ça, c'est ultra bien fait le son. Ensuite, les scènes les grands plans sont grandioses, c'est magnifique, le parc on y croit à 200%, c'est super bien fait. Tout ça, c'est des excellents points que je trouve pour le film et qui m'ont fait tenir jusqu'à la fin, puisque je trouvais que le son, les bruitages et l'environnement en fait qui se dégage de Jurassic World sont jolis. Donc finalement, c'est comme si on allait au zoo, quoi. Quand on regarde Jurassic World, c'est les mêmes. Je dirais que c'est la même intensité. Quand on va au zoo, voilà, on est content parce qu'on voit des choses qu'on n'a jamais vues, mais on n'est pas effrayé ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de suspense. On va au zoo parce on veut retrouver son âme d'enfant. Là, c'est un peu ça, Jurassic World, ça nous redonne l'âme d'enfant grâce à ses musiques épiques, grâce à ses plans magnifiques, majestueux, avec une excellente qualité d'image. Et le dernier point positif que je trouverais au film, c'est quand même la 3D. On va pas être comment dire de mauvaise foi là-dessus. Les dinosaures sont quand même très très bien faits, même si je ne comprends pas le choix d'avoir mis un animatronics dans la scène dramatique avec Claire, alors qu'on nous montrait juste avant tous les dinosaures en 3D. Je trouve ça totalement incohérent. Ça nous fait ressortir de l'immersion qu'on aurait pu avoir à ce moment-là, puisque on n'arrête pas de se dire mais est-ce que c'est un faux, est-ce que c'est un truc réel, c'est pas la même texture, c'est pas les dinosaures que j'ai l'habitude de voir dans le film, je trouve ça bizarre, mais qu'est-ce que c'est, machin. Du coup, on se pose plus de questions pendant cette scène-là que de profiter de la scène et de ressentir les émotions que ça veut nous faire nous donner. Donc ça, c'était encore une fois plus pour nous montrer des scènes cultes de Jurassic Park et nous les ressortir à la sauce moderne, mais en moins bien fait que dans Jurassic Park 1 qui était en 93, donc c'est dommage. Donc les autres dinosaures par contre eux sont très très bien faits, il y a quelques effets juste d'œil qui sont un petit peu basiques, c'est bien fait. Mais personnellement, je trouve que la scène des T-Rex dans King Kong en 2005 est mieux faite que toutes les scènes d'action qu'on voit dans ce film. On ressent beaucoup plus de frustration, d'émotion, de suspense, de stress, d'horreur dans cette scène de T-Rex en 2005 que là en 2015, quoi. 10 ans nous séparent. Donc voilà. C'est quand même un film qui est très beau, qui a une très bonne bande son, qui a d'excellents bruitages. Donc rien que pour ça, peut-être le film vaut le coup d'être vu au cinéma. Je pense que c'est les seules vraiment choses qui me disent que finalement, j'ai peut-être pas perdu 8,50 €. La moitié de ces sous-là sont un petit peu rentabilisés par les qualités du film. Mais personnellement, je trouve que ce blockbuster-là ne fait pas la différence avec tout ce qui est sorti cette année en blockbuster et est bien moins bon qu'un excellent Mad Max par exemple. Donc voilà, à choisir entre les différents films qui sont sortis cette année, c'est vraiment pas Jurassic World que je vous conseille, vous l'aurez compris, hein, je suis revenu 2 fois dessus, c'était pas pour rien. Voilà, pour moi il a les mêmes problèmes que la série Terra Nova, c'est-à-dire des scénarios incohérents et une profondeur des psychologies des personnages qui est totalement ratée et qui nous fait les détester et du coup qui nous donne aucune empathie pour eux. Un rythme qui est tantôt trop lent, tantôt trop rapide où on capte pas tout ce qui se passe. Voilà, c'est mal dosé, c'est mal géré et ça veut nous faire croire que c'est excellent par une excellente promotion. Là, il n'y a rien à dire sur la promotion du film, ça a été très bien fait et ça a cartonné au box-office. De toute façon, c'est un succès ce film, il n'y a pas photo avec ça, mais c'est dû à une excellente promotion et un petit peu un bourrage de crâne des gens où on n'a pas arrêté de leur dire via des documentaires, des interviews sur le film et sur Spielberg qui arrêtait pas de nous dire ouais ce film est excellent machin et du coup les gens ont fini par s'habituer à ce qu'ils avaient vu dans les bandes annonces et à relativiser en voyant le film et en se disant que c'était un bon film mais ce n'est pas un excellent film, c'est un film moyen.
Voilà. Donc Jurassic World, c'est moyen, c'est même un petit peu médiocre, moi je trouve. Et ça ne vaut clairement pas Jurassic Park. Ça n'a pas la prétention de le vouloir, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère. Il faut certainement regarder ce film-là comme autre chose. Mais pour moi, qui ai vu une vingtaine de fois Jurassic Park 1, je trouve que ça arrive même pas à la cheville de ce dernier, et je pense que on va en reparler de Jurassic World dans les prochaines années à venir, parce qu'il va y avoir un 2 et un 3 certainement, puisqu'il faut faire du fric. Mais une fois que la trilogie sera passée, on reviendra toujours à parler de Jurassic Park 1, et Jurassic World va totalement disparaître dans la culture cinématographique. Donc voilà ce que je pense. Ça a été très long. J'espère que vous avez pu tenir jusqu'au bout sur ce flot de méchanceté et de mauvaises paroles sur un film culte. En tout cas, moi, voilà, mon point de vue, mon avis, qui ne regarde que moi. Hein. Je ne suis pas un spécialiste des films. D'ailleurs, vous avez vu, hein, sur ma chaîne, je ne parle que de jeux vidéo et non pas de films. Donc mon point de vue ne regarde que moi. Après, je pense avoir apporté des arguments logiques. Donc certainement que vous allez trouver peut-être des choses à contredire là-dessus, ce qui est très très bien. Si on arrive à avoir un débat sur le Jurassic World, tant mieux. Après, moi voilà, mais mon argumentation, je pense pas changer de point de vue sur le film. Je pense que si je le revois demain, enfin pas demain, mais Noël prochain, quand je serai sur mon canapé avec une tisane et des spéculoos, je pourrais apprécier ce petit divertissement de fin de soirée, parce que c'est soit ça, soit les experts à Miami. Mais à choisir, vraiment, je préfère soit me regarder un King Kong de 2005, soit regarder Jurassic Park, premier du nom. Voilà, donc merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre point de vue sous la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, si ça vous a plu, et à partager bien sûr sur les réseaux sociaux cette vidéo un petit peu crue, un petit peu dure et un petit peu violente sur mon avis de Jurassic World. À plus, ciao, salut. And remember, if something chases you, Life finds a way. You just went and made a new dinosaur? Probably not a good idea. Almost 40 feet high. Really think she climbed out? Depends. On what? What kind of dinosaur they cooked up in that lab? She's a highly intelligent animal. If it bleeds, we can kill it.